Bienvenue à cette 42e édition du Congrès boréal. La table ronde Penser l'après, du sombre au lumineux, commencera dans quelques secondes. Merci à nos partenaires et commanditaires, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, les éditions à lire, l'Association d'écrivains et écrivaines canadiens-canadiennes SF Canada, le Festival BD de Montréal, le Prix des horizons imaginaires, la Fondation Lire pour réussir, Opuscule, littérature québécoise mobile, et les revues Solaris et Brin d'éternité. Merci également aux éditeurs à lire, Somme Toute, Tête Première, Triptyque, VLB et XYZ, ainsi qu'à Ubisoft Montréal. Merci à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour sa mise en valeur d'œuvres québécoises d'imaginaire. Et maintenant, place à la table ronde. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Anaïs Paquin. Je suis notamment critique pour la revue Brin d'éternité et Solaris. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être votre animatrice pour cette table ronde intitulée « Penser l'après, du sombre au lumineux ». Aujourd'hui, nous allons réinventer le futur en compagnie de 4 grandes écrivaines. Nous recevons tout d'abord Geneviève Louin. Geneviève, tu es une historienne férue d'arts martiaux. Tu as écrit plus d'une 40aine de nouvelles. Tu as d'ailleurs mérité quelques prix. Ta novella « Le chasseur » a reçu un aurora boréal. Désolée. Et ta trilogie jeunesse Anaken avait reçu le prix Canada-Japon. Et depuis peu, tu es également co-directrice pour la collection VLB Imaginaire des éditions du même nom. Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Dans la liste qui commence à être un peu longue, faut aussi ajouter, parce que ça va être important pour la table d'aujourd'hui, j'ai reçu le prix Aurora Boréal pour la nouvelle Oikos cherche cuisinière l'année dernière. Donc, le texte va peut-être revenir parce qu'il touche au genre dont on va parler aujourd'hui. Donc, bonjour et merci pour cette introduction. Nous recevons ensuite J.D. Curtness, Julie. Tu es née à Chicoutimi d'une mère québécoise et d'un père inou. Tu es d'abord venue à Montréal avec l'intention d'étudier les microbes, mais tu as bifurqué en chemin vers la littérature. Tu as passé plusieurs années à écrire des courriels pour des OBNL, mais maintenant tu t'attaques à ton génie logiciel. Entre tout ça, tu as écrit plusieurs nouvelles et 2 romans. De Vengeance, paru en 2017, et Aquarium en 2019. Aquarium avait d'ailleurs été finaliste au prix Voix autochtone dans la catégorie Livre en prose 2020. Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Anaïs, merci pour cette introduction. Je vais très bien. J'ai vraiment hâte de parler à des gens. C'est de plus en plus rare ces temps-ci. Alors voilà, c'est mon état d'esprit en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous, Julie, et à Geneviève aussi. Nous recevons ensuite Sue Soukol. Sue, tu es une auteure de fiction spéculative et interstitielle. Tu viens de New York, mais tu vis aujourd'hui à Montréal et tu travailles pour un organisme qui défend les droits sociaux. On te doit 3 romans, Cycling to Asylum, Run G Run et Z. Cycling pour Asylum avait d'ailleurs été en nomination pour le Sunburst Award for Excellence in Canadian Literature of the Fantastic. Tu as aussi publié plusieurs nouvelles dans des collectifs et des anthologies, notamment dans The Future Fire, Glittership, dans une LGBTQ Science Fiction and Fantasy podcast et dans Amazing Story. Bonjour Sue, comment vas-tu? Oh, Sue, on ne t'entend pas. Faut que tu actives ton micro. J'ai perdu la connexion, donc j'ai changé de pièce. J'espère que ça va aller mieux comme ça. Mais bon, bonjour, merci pour l'invitation. Très heureuse de t'avoir avec nous. Ensuite, nous recevons, j'ai presque pas besoin de la nommer, je suis sûre que vous tous, public au Congrès boréal, la connaissez, c'est Elisabeth Von Orbourg.
Elisabeth, tu es une figure marquante de la science-fiction québécoise. Tes œuvres sont connues autant dans la francophonie que dans le monde anglo-saxon. En plus d'excellents romans de science-fiction comme Le silence de la cité et Chronique du pays des mers, ou encore tes trilogies, tes séries de romans de fantasy historique, tu pratiques la traduction, tu t'adonnes aussi à la critique et à la théorie. Bonjour Elisabeth, comment allez-vous? Bonjour. Ah bon, parce que moi, j'ai droit, j'ai droit au vous, moi? Ah bah zut. Anaïs, on se connaît, tu peux me tutoyer. Je vais bien. Moi aussi, j'aime bien parler à des gens parce que ça se fait rare. Et je vois que c'est dommage, Sue, il y avait ta contrebasse ou ton violoncelle et moi, j'ai ma guitare tout à l'heure à l'image. Bon, on aurait fait un concert. Voilà, non, ça va bien. Merci. Et toi-même, comment vas-tu? Ah, ça va bien. Je suis un petit peu stressée. C'est ma première expérience d'animation, mais je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour ma première question, je vais me diriger, je pense, vers Geneviève, mais c'est une question qui s'adresse à tous. J'aimerais savoir tout simplement comment vous vous situez par rapport aux imaginaires de l'après. Est-ce que vous identifiez vos œuvres à un ou des genres en particulier, par exemple à l'utopie, la dystopie, le pop-punk, le solar-punk? Bref, est-ce que les futurs que vous mettez en scène sont faits d'ombre, de lumière ou d'entre-deux? Moi, j'ai eu vraiment une évolution dans ce que j'écrivais et la personne responsable, je pense involontairement, c'est Elisabeth. J'étais vraiment dans les futurs très dystopiques, assez sombres au début de mon écriture, dans mes nouvelles plus anciennes. Puis, à un moment donné, Elisabeth avait mis un biais où elle disait les inégalités sociales qu'on observe là, dans le cyberpunk puis qu'on observe dans les séries de science-fiction qui sont portées à l'écran, ça va finir par devenir une self-fulfilling prophecy, donc une prédiction qui se répond à elle-même parce qu'à force de nous montrer ça, d'habituer notre œil à voir ce genre d'écart-là, on finit par se dire que c'est normal. Puis comme c'est toujours plus poussé en fiction, on finit par se dire que la réalité, c'est pas si pire. Puis que quand on voit justement des campements d'itinérants en Californie ou même là, on est rendu qu'on en a à Montréal, c'est encore pas si pire que ce qu'on a vu dans les histoires de science-fiction qui étaient encore plus terribles. Et puis bon. Puis ça m'avait vraiment fait réfléchir parce que effectivement, je crois beaucoup au pouvoir de la représentation des fictions. Et puis donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai. Et puis, donc, ça fait partie de ma job d'essayer d'imaginer autre chose. Donc, depuis ce temps-là, j'essaie d'explorer autre chose, j'essaie d'explorer le lumineux, j'essaie d'explorer sans nécessairement tomber dans l'angélisme, puis je dis toujours, il n'y a pas de calinours, puis il n'y a pas de licorne, mais j'essaie de voir qu'est-ce que je peux écrire d'autre, qu'est-ce que je peux représenter d'autre. Donc, je vais vraiment m'orienter dans ma pratique d'écriture vers le mouvement hope punk, vers le mouvement solarpunk, l'écofuturisme, mais pas juste en science-fiction. J'essaie de transposer ce côté-là un peu, cette lueur d'espoir-là aussi en fantasy. Puis là, dans ma pratique comme co-éditrice chez VLB Imaginaire, avec mon co-éditeur Mathieu Lauzon-Dixot, c'est vraiment vers ça qu'on a décidé d'aller. On cherche des romans qui ont une perspective comme ça positive, où on essaie d'imaginer autre chose. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je me positionne. Ah, merci Geneviève, c'est super intéressant. Dire en écrivant du positif, on en imagine davantage et on peut peut-être changer le cours de l'avenir vers quelque chose de plus lumineux. Bien, ce que je dis souvent là, quand on rencontre des auteurs pour la collection VLB Imaginaire, c'est il y a souvent un meme qui circule sur Facebook qui dit « C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme ». Ben là, moi, ce que je veux, c'est « OK, mais on va essayer d'imaginer la fin du capitalisme. On va essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite, anarchie et tout. » Bon. Je ne sais pas si Sue ou Elisabeth, vous voulez rajouter quelque chose? Je peux le faire, oui. Vas-y, Sue. Oui, OK. Mais juste pour commencer, comme vous avez dit, je suis de New York, donc je m'excuse pour mon accent, mes erreurs de grammaire et tout ça. Et en tout cas, quand j'ai écrit mes premières choses, mon premier roman et nouvelle,
c'était avant le mot Hope Punk existait. Donc, j'ai structuré mon premier roman, Cycling to Asylum, comme une histoire demi-dystopie, demi-utopie. Et l'histoire commence à New York et c'est une situation dystopique. Et la famille a besoin de fuir et se rendre au Québec, que je imagine un peu utopique, mais pas complètement. Donc, j'étais influencée beaucoup par le roman de Marge Piercy, Woman on the Edge of Time, qui est aussi, qui montre les deux choses, les choses qu'on doit éviter et les choses pour qui on doit essayer de trouver dans la vie. Et j'essaie de faire la même chose dans ma fiction. Et maintenant, je crois que le mot est Hope Punk, ce que je fais, parce que je commence avec une situation un peu sombre, un peu difficile, et j'essaie de montrer comment, avec la communauté, avec la lutte, avec être militant, on peut changer le monde pour le bon. Et comme Geneviève a dit, je fais la même chose dans ma fiction normale, qui n'est pas spéculative. Je fais la même chose. Donc, je suis très, très attirée par les deux, le noir et la lumineuse, juste parce que ça existe les deux dans notre monde et on a besoin de voir les choses sombres pour savoir de quoi on doit éviter. Ça me fait aussi penser un peu au terme d'utopie ambiguë dont Ursula Le Guin parlait, donc vraiment d'être à la fois dans la lumière et l'ombre. Donc, en lisant Cycling to Asylum, j'avais vraiment aussi fait un lien un peu avec Ursula. Je ne sais pas si Julie ou Elisabeth... Ouais. Je voulais savoir ce que Julie aurait à dire sur le sujet parce que on peut dire, je crois, que les cultures autochtones, ou que ce soit, vivent déjà dans l'après. La fin du monde a déjà eu lieu. La fin d'un monde a déjà eu lieu, et donc il me semble que ce serait intéressant d'avoir sa perspective d'abord. Oui, c'est intéressant que vous me parliez de ça, parce que c'est drôle, c'est exactement les propos que je tenais il y a quelques semaines pour un autre événement à Zoom. Je disais qui portait un peu sur la fin du monde, ou comment on envisageait la fin du monde, puis c'est exactement ce que je disais, que pour les cultures autochtones, cette fin du monde-là a déjà eu lieu, on a déjà été décimés, donc on a une espèce de rapport, je veux dire, ambigu avec ça, parce que c'est comme si on y avait survécu. Donc, qu'est-ce que la fin du monde? Est-ce qu'on peut parler de fin du monde de manière, comment dire, globale, ou encore la fin d'un monde? C'est-à-dire un monde tel qu'on le connaît et qui va avoir des changements drastiques pour le meilleur et pour le pire. Personnellement, où je me situe par rapport au sombre, au lumineux, je dirais que c'est plus vers le sombre, mais c'est pas nécessairement parce que j'écris de la science-fiction, c'est que j'écris de manière sombre n'importe quoi. J'ai toujours été sombre dans mon écriture. Puis comme un peu le disait Sue, moi je recherche aussi des moments de beauté. Alors même si les personnages peuvent traverser quelque chose de très noir, de très sombre, de très cynique même, il y a toujours des moments de beauté où j'essaie de souligner la beauté du monde. Donc, je dirais que je suis ambivalente. Là. C'est pas noir, c'est pas blanc. Puis en même temps, je suis incapable de me projeter dans une vraie science-fiction qui se passe dans plusieurs siècles. Là. Moi, ce que j'ai écrit jusqu'ici, ça se passe dans 10, 15, 20 ans, gros maximum. On dirait que je suis incapable d'aller au-delà de cette limite-là dans mon imaginaire, parce que ça va tellement vite. On peut même pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être dans 20 ans avec la technologie et tout. Ben, certainement qu'il y a des gens qui le peuvent, mais pas moi. Voilà. Donc, c'est pas super cohérent ce que je dis, mais ça fait le tour de la question. Mais merci, Julie. C'est vraiment intéressant. C'est sûr, déjà, avec ce qu'on vit présentement, la pandémie, on a un peu l'impression d'être projeté dans une dystopie. Donc, de se projeter très, très loin dans des centaines d'années, comme on pouvait le faire un peu dans la science-fiction des années 40-50, j'ai l'impression que c'est plus difficile aujourd'hui. Elisabeth, est-ce que vous voulez continuer?
Si tu continues à vous voyez, j'ai piqué une crise de nerfs. Attention, elle va le faire. Personnellement, j'étais tellement pognée dans le sombre depuis 2001 que je n'ai pratiquement plus été capable d'écrire de ce que Julie appelle la vraie science-fiction, même si je me projetais pas tellement loin dans le futur. Et donc, j'ai fait une espèce de dérivation vers de l'Uchronie pour traiter, et de l'Uchronie qui n'est même pas de l'Uchronie science-fiction à proprement parler, il faut vraiment la chercher, pour parler des problèmes qui me paraissaient actuels. C'est une dérivation très, très large, un grand détour. Parler de religion, parler de guerre de religion, parler du rapport à la nature, parler du rapport au féminin, du rapport à l'autre, enfin tout ça, qui sont les thèmes que j'utilise tout le temps, je radote. Et je n'étais pas capable d'écrire de la science-fiction. Je m'en suis rendu compte quand on m'a demandé d'écrire un truc au futur optimiste, et c'était dans les années 2000 quelque chose. Et je me suis rendu compte, après m'être débattue pendant au moins 3 mois, que non, j'étais juste pas capable. Parce que ce que je voyais arriver depuis, bon, je suis l'ancêtre là ici, je crois, ce que je voyais arriver depuis les années 70, c'était en train d'arriver. Et bon, bah c'était accablant, quoi. Puis en plus de ça, politiquement parlant, disons qu'à partir des années 2001, le voisin américain était plutôt chiant, et ensuite il y a eu l'autre chose, et donc c'était vraiment plus possible. Et comme le dit Julie, ça avance tellement vite que faire de la prospective ou de la prévision à court terme devient un exercice extrêmement périlleux. Et donc, là, moi, j'étais pognée dès que je partais dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce que je voyais, c'était des monceaux de morts. Et donc, ça n'était pas très propice à la création, disons. Et là, ça commence bizarrement, peut-être à cause de la pandémie, peut-être parce que j'ai atteint mon seuil. Peut-être qu'il y a un seuil au-delà duquel on peut pas descendre plus bas, alors on remonte. Et là, il me semble que je redeviens capable, pas d'écrire du hope punk, là c'est quand même au-delà des capacités, là. Mais quelque chose qui ne soit pas complètement accablant et glauque. Si je veux écrire dans les 20, 30, 40, pas plus loin, 30, 40 années, là j'ai l'impression que je peux faire un petit peu quelque chose de plus équilibré, disons, entre le sombre et le lumineux, et faire des jolies teintes de gris, et des lumières tamisées et tout ça. Sinon, c'est pas drôle. Si je peux rebondir sur ce que plusieurs ici ont dit, je me suis vraiment penchée sur tout le mouvement au punk, puis j'ai vraiment étudié. Puis en fait, ce que dit Elisabeth, à un moment donné, on atteint le fond, puis il faut remonter. Je pense que c'est un peu la philosophie qu'il y a derrière le au punk. C'est bon, ben, est-ce qu'on peut montrer justement le coup de talon qu'on va donner pour essayer de faire comme, bon, ben, OK, on repart, on continue. Donc, c'est ce que je trouve super intéressant avec ce mouvement-là, parce que non, c'est pas... c'est beaucoup ce que dit Julie aussi, trouver la beauté dans le sombre avec lequel on est pogné. Je voyais ce mouvement-là au début de loin un peu comme justement une utopie, puis c'est vraiment pas ce que c'est. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est vraiment une façon d'essayer d'imaginer de comment est-ce qu'on peut trouver un espace pour bondir puis pour continuer. Là. Et puis, comme j'ai une petite fille de 6 ans, je peux pas me laisser aller au désespoir total de l'humanité est foutue, parce que ce serait plus difficile d'élever ma petite fille. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je me suis tournée vers le hope punk en espérant réussir à apprivoiser et adopter cette lumière. Oui, parce que si c'est juste pour siffloter dans le noir, ça vaut pas la peine. Ah, exactement. C'est vraiment accepter qu'il va y avoir des choix difficiles, accepter qu'il va y avoir des choses intolérables, et pas les tolérer, mais y survivre, et essayer de trouver une voie à travers, justement, les différentes nuances de noir. Quelque chose du genre. Donc, sortir de l'apocalypse, se dire, bon, est arrivé, il y a la fin du monde, mais qu'est-ce qu'on fait après? T'sais? Comment reconstruire, comment continuer à vivre, même s'il y a la fin d'un monde.
Oui, parce que cette notion de fin du monde, là, c'est vraiment hypnotisant et c'est complètement faux, parce que ce n'est pas la fin d'un monde. Et en plus de ça, cette fin du monde, elle ne va pas arriver cataclombe, paf. À part s'il y a un météorite qui nous tombe au travers de la face, là, comme le dernier film dont j'ai vu la bande-annonce, là. Un extinction level event. Bon, d'accord, là, c'est OK. Mais en réalité, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver en Amazonie, c'est en train d'arriver en Inde. Dieu sait, en Inde, c'est en train d'arriver un peu partout. Le futur n'arrive pas partout à la même vitesse. C'est sa caractéristique. Je pense que c'est Gibson qui disait ça. Le futur, ou quelqu'un du genre qui disait le futur est inégalement distribué. L'avenir n'arrive pas partout à la même vitesse. Il y a des gens qui vivent encore dans les années de l'avant-dernier siècle, enfin, dans certaines communautés, si ça se trouve, dans certains coins du globe. Donc, on ne peut pas imaginer la fin du monde. Des choses vont finir, elles sont tout le temps en train de finir. Le monde où j'ai grandi, vieille croûte que je suis, le monde où j'ai grandi, il a disparu. Il a disparu. Bon, so what? Il y en a un autre qui est venu à la place. Il y en a toujours un autre qui vient à la place. Et c'est ça le mouvement, l'optimisme de base qui est celui de la science-fiction. C'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Hein, le bon vieux machin. Mais c'est extraordinairement dynamisant quand on y pense. Ouais, d'accord, ça va changer. Mais ça va peut-être pas forcément changer pour le mieux. Mais ça va pas forcément changer pour le pire. Et c'est à nous qu'il appartient que ça ne change pas pour le pire. Oh, je suis vachement optimiste, moi, aujourd'hui. En tout cas. Mais ça, c'est l'aspect punk. Ça, c'est l'aspect punk, le hope punk, l'espoir. OK, mais l'aspect punk, ça, c'est la lutte. Ça, c'est la communauté. J'ai entendu quelque chose récemment qui a parlé de les dystopies de les années 60-70 et c'était toujours une personne qui essaie de lutter et qui ne réussit pas. Et je crois que la leçon, c'est qu'on a besoin de lutter ensemble. Et ça, c'est l'aspect de Hope Punk que j'aime beaucoup, cette idée qu'on a besoin d'être ensemble dans la lutte contre la dystopie. Oui, qu'on n'ait plus le thème de l'homme ou de la femme providentiel. Ça, alors là, ce serait bien qu'on arrête là, que ce soit des collectivités, des communautés. Oui, il y a toujours des individus, enfin des personnes, parce que le mot individu aussi commence à être connoté négativement, mais qu'il y ait des personnes ensemble. J'aime beaucoup le terme dont on n'arrive pas à trouver une traduction satisfaisante en français, là. The Commons. Ce qu'il y a qui nous appartient à tous et à toutes collectivement. Et ça, c'est bon, la terre, l'air, l'eau, la biosphère. Enfin, elle ne nous appartient pas, hein. Nous y appartenons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fait, le futur, c'est juste quelque chose qu'on peut construire ensemble, main dans la main. Sinon, il n'y en aura pas. Je vais chanter Kumbaya, là. Oh, oh. Exactement. Je pense que ça nous fait du bien un petit peu d'optimisme à travers la pandémie et tout. Donc, même si on finit par chanter des chansons. Ouais, bon. J'espère que je connais les chansons que vous connaissez. Sûrement Kumbaya, ça doit être Pour ma deuxième question, je pense que je vais me diriger vers toi, Julie. J'aimerais savoir, c'est quoi vos techniques d'écriture quand vous écrivez un récit d'anticipation pour éviter les clichés et les stéréotypes? Et je pense notamment à votre nouvelle Le Travailleur social qui était très originale, on se fait vraiment prendre à la fin. Donc, comment éviter de tomber dans les extrêmes, d'écrire par exemple une énième dystopie totalitaire à la 1984? Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Enfin, je n'ai pas de système précis. Je vous dirais que ça, comme bien des auteurs, je vais accrocher une idée. Puis là, cette idée-là, je vais la regarder sur tous ses angles. Puis moi, depuis quelques années, j'ai une espèce de marotte, une obsession, c'est les enfants robots. On dirait que c'est comme... Je suis obsédée là-dessus. Et tout ce qui vient avec, tu sais, pourquoi on voudrait fabriquer des enfants robots?
tu sais. Donc, ça part de... Le travailleur social part de là, c'est-à-dire, OK, on a un enfant robot existe. Maintenant, on fait quoi? Tu sais, est-ce qu'on l'a doté d'un système tellement avancé que cet androïde-là, finalement, est capable de ressentir une souffrance? Et puisque cet être-là ressent de la souffrance, alors on se doit de le protéger. C'est un peu comme n'importe quel être vivant dont on a la charge. Tu sais. Parce qu'on est un peu à cette limite-là, en fait, dans notre monde, là, on est arrivé entre, on déshumanise, on a asservi, disons, beaucoup d'animaux en faisant des animaux de ferme dans les abattoirs. On leur, comment dire, on leur retire leur âme pour en faire de la marchandise. Et d'un autre côté, on élève les machines au même niveau que nous. On veut des compagnons, on veut des gens avec qui échanger, des gens pour nous réconforter, nous tenir compagnie, pour combler des vides à travers nous. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'avec un, on fait ça, puis avec l'autre, Ouais. Ouais, fait que je dirais que c'est cette... comment dire, c'est cette ambivalence, cette espèce de double pensée qu'on a collectivement, où on méprise certaines choses et on en valorise d'autres. C'est là que je me tiens, c'est là qu'est mon écriture. Donc, je dirais que c'est comme ça que j'échappe aux clichés, parce que c'est ces questions-là, moi, qui m'intéressent, et les aborder naturellement fait en sorte que je vais arriver avec un angle peut-être différent de ce qui s'est dit avant. Tu sais. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Merci beaucoup, Julie. Je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui veut continuer, peut-être. Elisabeth ou Geneviève. Je me disais personnellement que c'était par le biais du point de vue essentiellement que j'essaye d'échapper, parce que c'est-à-dire le personnage, qui regarde, qui vit la situation, comment la situation est-elle vécue, par rapport à quel passé, par rapport à quelle expérience personnelle. Et de cette façon-là, j'ai l'impression que j'arrive à échapper à un certain nombre de clichés. Parce que les gens ne vivent pas des concepts abstraits, ils vivent leur vie. Et donc, en tout cas, pour la nouvelle que je suis en train d'essayer d'écrire, on ne ricane pas dans les coursives, c'est ça. À partir du moment où j'ai eu le personnage, c'est une nouvelle qui est censée se passer dans les 30 prochaines, dans les 40 prochaines années. À partir du moment où j'ai eu le personnage, la nouvelle est devenue écrivable. Alors, je suppose que pour moi, c'est ça l'outil, essentiellement. Si je peux continuer, Oui. Moi, je vais me concentrer beaucoup sur les relations entre les individus, parce qu'on l'a dit, je suis historienne de formation, puis s'il y a un truc qui est constant dans l'histoire, c'est certaines relations entre les individus. Les questionnements sur c'était quoi une famille, les questionnements sur nous contre eux, le couple, c'est des questionnements qui nous datent de l'Antiquité. C'est pas pour rien que les Grecs avaient déjà classifié différentes sortes d'amour, puis etc. Donc, ce côté-là est comme toujours présent. Puis moi, ce que j'aime, c'est utiliser dans cette espèce de motifs classiques, donc les relations entre humains, puis les transposer dans un paquet de situations différentes. Donc, tu donnais l'exemple de 1984, mais ce qui manque, je trouve, dans 1984, c'est qu'on a justement le personnage tout seul parce que son couple, forcé par les règles sociales et puis les mécanismes en place a un peu explosé. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais non, il me semble que même dans cette espèce de contexte totalitaire-là, il finit par se créer des petites bulles de résistance, puis des gens qui, justement, vont établir un contact très humain, puis c'est ça qui va aider à tenir. Puis
même maintenant, on le voit à travers la pandémie, je veux dire, on est hyper isolés, chacun dans nos coins, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui se sont créés des réseaux de support, des groupes privés ici et là pour pouvoir discuter, échanger, parce que c'est ça qui nous aide à passer à travers. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais travailler. Puis, le Hope Punk, à partir du moment où c'est ça mon matériel de base, les relations entre humains, arrive un peu de lui-même parce que ça reste. Les gens continuent à chercher des liens puis à les tisser. Donc, c'est ça. C'est avec ça que je travaille surtout. Merci Geneviève, c'est super intéressant. Sue, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, le type de fiction que je fais, c'est vraiment ancré dans la réalité. Donc, quand j'ai écrit dans le futur, c'est toujours le futur proche, où c'est pas loin. Pour moi, c'est un petit secret que les gens qui écrivent la science-fiction écrivent de le présent, pas du futur. Et la réalité est complexe. C'est pas simple, c'est pas les stéréotypes. Et je crois aussi, pour moi, je commence avec les personnages et leurs relations, tout à fait comme Geneviève et Elisabeth a dit, et les gens sont vraiment complexes, ne sont pas les stéréotypes. Et comme si on utilise les stéréotypes, on ne peut pas croire à l'histoire, ni aux gens dans l'histoire. Donc, pour moi, c'est facile d'éviter les clichés dans ce sens-là. Aussi parce que je suis toujours en train de questionner tout, parce que je suis militant et je veux changer le monde. Donc, je ne vais pas accepter la réalité comme on doit faire les choses exactement comme ça. On doit le changer. Et je crois que c'est ça, oui. Merci beaucoup. Donc, vraiment de partir d'un point de vue d'un individu, c'est ce qui nous permet à quelque part de sortir des clichés, des visions entendues. C'est ce que je retiens beaucoup de nos échanges. Pour ma troisième question, je vais revenir vers toi, Elisabeth. Dans le numéro d'hiver 2020 de Lettres québécoises, le même que Julie avait publié, Le Travailleur social, tu écrivais ceci. Ce que je préfère retenir de la vision du monde en science-fiction, c'est la curiosité pour la différence. J'ai vraiment l'impression que cette curiosité pour la différence, c'est quelque chose qui nous rassemble toutes ici. J'aimerais d'abord savoir comment mettez-vous en scène cette curiosité pour la différence dans vos écrits et est-ce que vous pensez que c'est à travers la notion d'altérité qu'on peut sortir vraiment d'une vision étroite de l'avenir, toujours poussée vers le progrès? Oui. Next. Les personnages sont toujours des curieux invétérés. Si on n'est pas curieux, on est mort. Et j'essaie de leur faire rencontrer beaucoup de différences pour les obliger à se questionner justement sur l'autrement, le différent, etc. Et effectivement, c'est la base. Le changement, c'est ça aussi. Ça va être différent, ce sera autre. Donc, c'est tout à fait les motifs de base de la science-fiction, de la vision du monde science-fiction. Alors oui, c'est ça. Oui. Tout, oui. Oui. Moi, en fait, j'ai une démarche qui est un peu inverse. En fait, Elisabeth m'a formée beaucoup dans mon écriture. C'est ma maman littéraire, là, depuis mon premier roman et puis depuis mes premières publications. Et puis, je m'aperçois, là, surtout maintenant qu'on discute, que j'ai beaucoup de réflexes d'écriture que j'ai formés un peu presque en réaction en me disant, mais je vais prendre l'autre côté. Maman est fière de moi. Et puis, donc, souvent, quand je vais écrire les histoires, par exemple, les 3 romans Hanakan, mes premiers pas, au lieu d'essayer de présenter l'autre par rapport à un regard qui est nous, j'aime présenter l'autre de l'intérieur, avec toutes ces différences, mais assumées, intégrées. Et donc, il n'est pas nécessairement curieux d'autre chose, il est ce qu'il est. De notre point de vue de lecteur, il est autre, mais
il nous explique pas, il s'en excuse pas, et puis voilà, il nous pitch dans le bain, il nous pitch dans sa vision du monde. Puis, c'est ça, j'aime beaucoup travailler avec ce procédé-là parce que, comme historienne, en fait, c'est le procédé qu'on rencontre quand on lit des textes antiques où on a l'auteur de l'Antiquité avec toutes ses visions du monde et puis qui nous parle de tout ce qui est naturel pour lui, sans s'expliquer, sans s'excuser, puis ça crée un effet de dépaysement très intéressant. Puis ça permet des fois de reposer des questions sur nous-mêmes, où tu te dis, ah ben oui, en fait, nous, on fait ça comme ça, puis on trouve ça très naturel, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis d'un autre point de vue, une autre manière de faire est complètement normale aussi. Donc, je trouve que c'est une façon qui aide à se préparer au changement, parce qu'à un moment donné, on se dit, ben, même si les choses changent, on peut les intégrer tout autant, puis elles peuvent finir par sembler tout aussi naturelles. Donc, c'est ça. Julie, quelque chose à rajouter? Oui, ben, je réfléchis beaucoup là, par rapport à ce qui se dit. Premièrement, les personnages ordinaires ne sont pas intéressants, donc il faut de l'étrangeté dans les récits, sinon on n'a pas d'histoire, un. Et deux, moi, un de mes ressorts préférés en écriture, c'est l'humour. Donc, c'est important d'avoir un recul sur la situation, soit du personnage qui nous parle ou de ce qu'il observe, parce que c'est comme ça qu'on peut en rire. Donc, c'est un peu un mélange des deux, je dirais, entre l'étrangeté, la différence, et savoir rire de nous-mêmes, et rire des autres aussi. Tu sais, mon personnage n'est pas... mes personnages sont habituellement pas très politically correct, donc je dirais que mes romans ne sont pas un safe space, là. Allez pas là si vous voulez pas être légèrement déstabilisé. Donc oui, je pense que c'est sous-estimer le pouvoir de l'humour pour pouvoir faire passer beaucoup de trucs ou faire passer beaucoup de réflexion. Tu sais. Même tantôt, je reviens à la première question qui parlait de noirceur versus lumière. Rire du bonheur des gens, c'est pas très intéressant, mais rire du malheur, ça, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus enivrant quand ça va mal d'en rire que quand ça va bien. Alors, je dirais que c'est ça mon rapport à l'étrangeté ou à la différence. C'est d'en rire un peu, de prendre un recul. Ouais. C'est un peu dangereux l'humour, non? Parce que Ouais. à partir de quelle norme est-ce qu'on rit? Contre quelle norme est-ce qu'on rit? Et à partir de quelle norme est-ce qu'on juge que c'est drôle? Ah ben ça c'est la grande question. En fait, moi, j'essaie beaucoup de ne pas m'auto-censurer, là. T'sais, en fait, moi, si je trouve quelque chose de drôle, je vais l'écrire. Et puis, advienne que pourra. Tu sais, en fait, j'essaie pas d'être, comment dire, tu sais, il y a une différence entre l'humour et la méchanceté ou la cruauté. Tu sais, je suis pas là-dedans. Tu sais, j'aime rire des situations ou des gens, mais j'aime pas faire du mal. Donc, j'essaie d'avoir des personnages qui sont pas intrinsèquement cruels, là, tu sais, parce que le but, c'est d'embarquer le lecteur dans son délire. Tu sais, parce que selon moi, tout récit est une sorte de délire interne, c'est un délire mental. Donc, pour embarquer le lecteur avec toi, c'est ça, faut gagner sa sympathie pour qu'à un moment donné, même de tes blagues de mauvais goût, il rit lui aussi. Tu sais. Donc, c'est un peu ça mon exercice. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça peut offenser certaines personnes. Mais ça, c'est rendu là, j'ai plus de pouvoir là-dessus. Là. En même temps, on ferait jamais rien là, si on se souciait de tout ce que les gens vont penser, puis est-ce que ça va bien passer ou pas. Je sais pas, j'essaie de pas trop y penser. Peut-être qu'un jour, on va me clouer au pilori, puis je vais avoir un énorme procès médiatique, mais en même temps, je pense pas à gagner assez de popularité pour mériter ça. Là. Je sais pas. On verra bien. Ouais. Puis après tout, la narratrice, par exemple, de Vengeance, elle reste attachante, même si c'est une tueuse en série. Ça, c'est à bien le punch de la page 1. Ouais, ben c'est ça, c'est de faire accepter. En fait, c'est une sorte d'exutoire. C'est d'écrire des choses que beaucoup de gens pensent, puis d'avoir une espèce de réaction de Ah, je suis contente que quelqu'un d'autre y ait pensé. Moi, j'adore ça, lire quelque chose, puis tout à coup, tu tournes la page, puis tu fais Ah mon Dieu, je suis pas la seule à penser comme ça ou avoir déjà eu
ce type de vision, ce type de fantasme, tu sais. Donc, j'essaie de reproduire ces moments-là pour le lecteur. Ouais. Ouais, je pense que c'est un exutoire pour les lecteurs aussi, tu sais, à travers la lecture, de pouvoir... Ça laisse libre cours aux pensées qu'on a parfois, puis qu'on n'ose pas exprimer à voix haute. Mm-hmm. Je ne sais pas, Sue, si vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, non. C'est comme... mais j'ai pensé à l'idée d'écrire les personnages de l'intérieur, parce que moi aussi, je fais ça. C'est normalement présente première personne. Et moi, je trouve que tout le monde est intéressant de l'intérieur, même s'il semble normal à l'extérieur, typique. À l'intérieur, c'est une autre chose. Beaucoup de monde trouve que mes personnages sont vraiment comme différentes, pas typiques, mais en même temps assez réalistes. Pour moi, ils sont juste normaux. Ce sont les gens qui sont, pour moi, assez réalistes et normaux. Mais la seule fois que j'ai fait troisième personne, c'était avec un personnage qui peut lire les pensées et sentir les émotions des autres. Donc, pour elle, la troisième personne était omnisciente. Donc, c'était un peu, mais c'était toujours pour moi à l'intérieur. Ça m'intéresse et je trouve que tout le monde est très intéressant à l'intérieur. Merci beaucoup. C'est super intéressant. J'aimerais peut-être maintenant qu'on discute un peu de la question de la fluidité des genres et de la diversité sexuelle qu'on trouve notamment dans les œuvres d'Elisabeth et chez toi, Sue. Comme dans Run G Run ou Cycling to Asylum, notamment à travers la notion de polyamour, on découvre de nouveaux modèles familiaux et amicaux. Chez Elisabeth, notamment dans Le Silence de la Cité, on a des personnages qui vont changer de sexe, voire d'espèce. J'aimerais vous demander tout simplement, c'est quoi selon vous le pouvoir de ces représentations sur nos imaginaires collectifs? Oui, petite question simple comme ça. Demander au collectif peut-être avant de nous demander à nous. C'est toi, Geneviève, qui disais que tu crois beaucoup au pouvoir de la représentation dans la vie. Bon, c'est ça, c'est donner des autres images de possibilités de personnes, de relations entre les personnes, multiplier les possibilités de choix, multiplier donc les possibilités de liberté. On a besoin de ça dans un monde qui est tout le temps en train de nous mettre dans des boîtes et à nous enfermer à double clé. On a besoin de sortir de tout. On a tout le temps besoin de sortir des boîtes et représenter justement des gens qui ne sont pas dans des boîtes ou qui inventent des nouvelles boîtes, mais elles sont biodégradables, donc c'est pas un problème. Il me semble que c'est important. Pour moi, en tout cas, c'est une nécessité de toujours faire rencontrer à mes personnages, justement, ou faire de mes personnages des gens qui sont mis en face de ou en relation avec la différence, la possibilité de la différence. Merci beaucoup, Elisabeth. Je veux juste dire, déjà, il nous reste juste 15-20 minutes, donc je vais commencer à prendre les questions du public qui vont m'être retransmises par Pascal. Donc, si vous avez des questions, le public, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de les poser à nos invités. Je voulais juste dire que oui, vas-y. Elisabeth a dit exactement ce que j'ai pensé. J'ai pensé aux boîtes, les gens, mais les gens ne doivent pas être dans les boîtes. Et en fait, c'est dans mon troisième roman Z que j'explore davantage. Et c'est Z qui est disponible en français, je veux dire. Mais je crois que la science-fiction a comme rôle de montrer les possibilités et de nous libérer de nos boîtes, nos placards et tout ça. Et donc, c'est un très, très bon comme utile pour explorer ce que nous sommes en réalité. Nous sommes complexes.
Et c'est pour ça, je crois qu'on peut faire les choses plus intéressantes dans la fiction spéculative, comme présenter les gens fluides, présenter les familles différemment, présenter un monde, une communauté qui est basée sur les vraies choses comme l'amour, plutôt que les boîtes. Oui. Donc, s'il y a des boîtes, il faut qu'elles soient biodégradables, comme dit Elisabeth. Geneviève, voulais-tu rajouter quelque chose? Moi, j'ai pas de... Je dois dire que c'est un des trucs qui manque dans ma fiction, je m'en aperçois. J'ai tendance à représenter encore des modèles hétérosexuels parce que je suis parfaitement à l'aise avec mon genre et, bon, avec mon hétérosexualité. Je me suis même jamais posé la question pendant une demi-seconde dans ma vie. Par contre, ma petite sœur, elle, est à l'opposé de moi, donc ne s'est même jamais demandé qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire en couple avec autre chose qu'une femme. Donc, je trouve ça, je trouve ça intéressant de voir des représentations différentes. J'ai pas le réflexe de les faire. Par contre, j'ai le réflexe maintenant, quand je crée des personnages, je tire leur genre à pile ou face. Donc, ça l'a donné que dans une de mes histoires, j'avais 2 personnages hommes qui se sont ramassés plus ou moins dans une relation de séduction. Mais c'est ça, tout simplement parce que je me dis, moi, j'ai été élevée à me faire dire que mon genre ne m'empêcherait pas de faire quoi que ce soit. Le fait d'être née femme n'était pas un problème pour rien, et même que c'était un avantage. Je pouvais tout faire, et en plus, je pouvais être maman. Bon, des fois, j'ai envie de faire comme moi, mais pas tout en même temps, s'il vous plaît. Mais donc, quand je crée mes personnages, je trouve ça super important d'assigner le genre de manière aléatoire et maintenant de plus en plus d'assigner l'origine ethnique, les origines culturelles. Donc, je brasse tout, je m'amuse. Souvent, je crée mes personnages, puis je me dis, OK, pourquoi j'ai eu le réflexe de faire une femme, là? Ah, ben, on va faire un gars. Qu'est-ce que ça change dans mon intrigue? Qu'est-ce que ça fait? Donc, je m'amuse vraiment comme ça. Alors, Elisabeth est fière de moi encore. Mais c'est ça. Donc, c'est ma manière de fonctionner. Merci beaucoup, Geneviève. C'est super intéressant. On a reçu une question du public de Christine Hébert qui demande on parle de repenser les orientations sexuelles ou les genres. Croyez-vous que le haut punk peut aussi repenser la politique? Ah oui. Oui. Il faudrait vraiment. Mais certainement, oui, oui, oui. Mais pour moi, les choses que j'explore avec le hop punk, c'est plutôt les choses politiques, les frontières. C'est un enjeu avec lequel je suis vraiment obsédée, qu'il y en a trop. Et l'idée de communauté, l'idée de capitalisme qui n'est pas une bonne idée, à mon avis, et comment on peut vivre ensemble différemment, les valeurs de nos travails, de nos relations. On peut faire tout avec le hop punk. Est-ce qu'une de vous voulait rajouter quelque chose à ce sujet? Sinon, j'ai une deuxième. J'ajouterais peut-être que ce qui est intéressant en hope punk, c'est que dans les lectures que je vois, il y a 2 courants. On a des courants de hope punk qui vont réimaginer la politique et on a des courants de hope punk où les gens se mettent juste à se foutre de la politique et comme travaillent un peu en vase clos dans des systèmes sans monnaie, communautaires, etc., complètement parallèles. Les 2 versions sont vraiment super intéressantes à explorer. Puis surtout que tu te dis, ben, si une ne peut pas arriver en réalité, peut-être l'autre, on a des chances. Donc, c'est le fun. Le problème de la politique... pardon, tu avais fini, excuse-moi. Non? Oui? Non, vas-y, Elisabeth. Vas-y. Le problème d'aborder la politique dans la fiction, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement vaste, qu'en général, on est assez peu formé pour ça. Donc, c'est un sujet qui est plus difficile à aborder, alors que justement, essayer d'imaginer des communautés relativement restreintes, pas comme modèle, mais comme expérience, c'est peut-être plus facile à gérer au niveau de la fiction. C'est certainement important, essentiel d'essayer d'introduire pas la politique, mais le politique, parce qu'enfin, la politique, c'est devenu une espèce de vilain mot, mais le politique, c'est la vie de la cité. C'est bon.
on ne vit pas forcément dans des cités, mégalopoles, etc. Mais la cité, c'est quoi? C'est la collectivité, c'est la communauté des gens, c'est the commons. Et si on fait l'impasse sur le politique, je pense qu'on prive sa fiction et le hop punk d'une dimension importante, me semble-t-il. Parce qu'enfin, on ne peut pas ignorer la superstructure de la même façon qu'on ne peut pas ignorer l'économique. Imaginer le politique et l'économique en vase clos, ça me paraît toujours un peu dangereux. Mais c'est sûr que techniquement parlant, c'est nettement plus faisable. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y, Sue. Okay. Vas-y, Sue. Quand je suis immigrée ici, le premier grand mouvement social que j'ai expérimenté était la grève étudiante de 2012. Et ça m'inspirait tellement que c'était ma première publication, était une nouvelle qui s'appelle Je me souviens, qui est basée sur la grève étudiante, mais était faite avec les aspects de super-héros. Et c'est comme ça que j'ai pensé vraiment que la fiction spéculative, le hop punk, était vraiment un véhicule parfait pour parler de ces enjeux-là. Oui, vraiment, super intéressant. Je vais y aller avec la question de Sylvie Bérard qui demande, question peut-être difficile, la littérature qui n'est pas de science-fiction a eu tendance ces dernières années à explorer différentes microstructures sociales fondées sur des identités, des relations de genre différentes sur des modèles autres que monogames, disons. Pensez-vous que la science-fiction a pris du retard par rapport aux représentations de demain? Ou alors, où est sa place par rapport à ça? Si je peux parler du point de vue d'éditrice et un peu de critique littéraire, je pense pas que la science-fiction a pris du retard, mais les ouvrages les plus mainstream, les plus connus, oui. Les représentations en fantasy se sont retrouvées à être parfois beaucoup plus différentes. On a notre modératrice de la table, Pascal Laplante-Dubé, qui travaille sur les rapports entre les femmes en fantasy, puis etc. Il y a eu une explosion en fantasy et souvent, j'ai l'impression, parce que c'est un genre où il y avait plus de plumes féminines, donc les représentations de genre et puis c'était moins une chasse gardée. On s'attendait moins à ce que ce soit un genre d'hommes avec de la science et puis où il fallait donc justement vraiment essayer d'imaginer un futur technologique et puis bon. Alors que, comme on l'a dit tantôt, la science-fiction part du présent, donc c'est au présent qu'il faut parler. Donc, c'est ça. Je pense pas que la science-fiction a pris un retard, mais il faut qu'elle commence à pédaler un petit peu, je pense. Je voudrais me placer dans une perspective historique là quand même, parce que quand on parle de quelle science-fiction? Est-ce qu'on parle de la science-fiction qu'on lit directement dans la langue, en anglais essentiellement, ou est-ce qu'on parle de ce qui a été traduit en français et qui est très en retard? Parce que personnellement, des familles différentes, des relations différentes, etc., j'en trouvais déjà dans les années 70, quand les femmes ont commencé à entrer en force et visiblement dans la science-fiction américaine en particulier, enfin anglophone disons, il y avait ces choses-là, il y avait des familles différentes, il y avait des relations différentes, et les genres différents ont embarqué assez vite aussi, me semble-t-il. Qu'elles aient été effectivement relativement marginalisées, tu disais, Geneviève, le mainstream de la science-fiction, mais il me semble que le mainstream de la science-fiction aujourd'hui, dépendant de ce qu'on lit, est tout à fait dans l'époque. Ouais, ben, ça dépend de ce qu'on. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on lit. Ça dépend de ce qui est lu. Parce que ce qui est traduit est encore en retard, parce qu'on a eu le débat dernièrement de Le Guin qui commence à être connu un peu en français, alors que c'est ça. J'espère que dans les suggestions de lecture que les spectateuristes à cette table ronde sont en train de s'échanger frénétiquement. On est en train de s'échanger The Dispossessed. Becky Chambers et Anne Leckie et Martha Wells et toutes ces auteurs féminines et féministes.
qui imagine des créatures différentes et des relations différentes, et avec le plus grand naturel. Je veux dire, ce que j'adore chez Becky Chambers en particulier, c'est le côté évident, on n'en parle même pas. Hein, tu le disais, Geneviève, on les voit de l'intérieur, ils n'ont pas à s'excuser, ils n'expliquent pas, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est extraordinairement rafraîchissant, je veux dire. Je sais pas si pour une pour une petite dernière question qui nous est posée. Parce que vous avez répondu aussi à la question de Sylvie Bérard, elle se demandait s'il y avait un décalage dans le domaine francophone par rapport au domaine anglophone. Je pense qu'on y a répondu. Je m'excuse. Il y a Juliane Zeigel qui demande est-ce qu'on peut écrire une histoire intéressante sans conflit? Comment gérer cela dans le haut punk? Doit-on diminuer la quantité de conflits pour que ce soit moins sombre? Est-ce qu'on perd de la puissance dans le moteur narratif en faisant cela? Ouf! C'est une bonne question. Et moi, j'aurais tendance à dire que s'il n'y a pas de nœud, tu n'as pas d'histoire. Je pense que c'est dans tous les cours de création littéraire que j'ai suivis, le cœur d'une histoire, c'est un nœud à défaire. Tu sais, si tout va bien, tu es à la fin de ton histoire ou tu es au début. Tu sais, mais en même temps, il n'y a rien qui empêche de raconter, d'écrire pour se faire du bien. Tu n'es pas obligé pas obligé de répondre à des normes ou à des conventions d'écriture. Ou, tu sais, écris ce que tu as envie d'écrire, point à la ligne. Tu sais, Puis peut-être que le nœud est ailleurs. Peut-être qu'en écrivant, tu vas te rendre compte que tu pensais que tout allait bien. Puis finalement, il y a quelque chose qui émerge de ça. Puis c'est ça que tu vas travailler. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, comme un forgeron, là, il tape sa lame, puis là, à un moment donné, il se rend compte que, wow, il pensait que tout allait bien, puis finalement, non, tu sais, il y a peut-être un autre trempage à faire, tu sais, c'est la même chose en fiction, là. Je dirais que, moi, j'aurais tendance à dire que le conflit génère une histoire, mais en même temps, le conflit n'est peut-être pas là où on l'attend, tu sais. Ouais. Ça dépend de ce qu'on appelle conflit aussi. Est-ce que le conflit doit être un affrontement entre des personnes? Ça peut être un problème. Le nœud peut être juste un problème. Évidemment, le problème implique des personnes qui vont se retrouver pognées avec, mais ça n'a pas nécessairement à être un conflit bing bang boom. Mais effectivement, est-ce qu'on peut écrire une histoire? On peut écrire des histoires élégiaques pour mettre en place une atmosphère, un décor, une de ces micro-sociétés dont parlait Geneviève, A Day in the Life, un jour dans la vie de telle communauté qui vit hors Internet, machin, et comment ça se passe dans la journée. Et il faut charger le foyer de masse le matin, et ensuite on a de la chaleur toute la journée, mais il ne faut pas oublier de le charger. Enfin, les petits problèmes de la journée, et ça peut être tout à fait intéressant, parce que c'est autrement, c'est autre chose, c'est différent. Conflit est un terme qu'il faut définir quand on l'utilise, j'ai l'impression. Oui. Il y a le conflit interne, par exemple. Oui. Il y a deux types d'histoires comme ça, quelque chose interne, un dilemme, ou une histoire où il y a une question posée. Et à la fin de l'histoire, on a la réponse. Ça, c'est un autre type d'histoire. Il n'y a pas vraiment un conflit, mais il y a quelque chose qui est en train d'être résolu. Toute ma démarche de création, moi, s'organise autour de la question du conflit. C'est mon moteur. Donc, mon réflexe à cette question-là, ce serait répondre non, il faut du conflit. Et il y en a autant en hope punk qu'ailleurs, mais comme on l'a dit, là, le conflit, ça peut être plein de choses. Ça peut être plus un conflit entre ce qu'on sait puis les problèmes qu'il faut résoudre, puis là, il y a un manque à combler. Mais je pense que c'est surtout qu'en hope punk, le conflit se résout pas en alignant une armée contre l'autre, ou le conflit se résout pas par la violence. Donc, ça peut avoir l'air moins conflictuel, mais ce l'est pas du tout. Et puis, je pense que même la personne la plus heureuse du monde va avoir des problèmes à affronter, va avoir des conflits, parfois des conflits intérieurs. Donc, non, il n'y a pas moins de conflits en hope punk, au contraire. Mais c'est vrai que le défi, quand on commence à aborder ce genre littéraire-là, parce que je me remets dans la perspective où, au début, c'est ça, quand on m'avait présenté le concept, je me disais, mais qu'est-ce que je raconte?
une fois que j'ai mis un monde où les choses vont bien, qu'est-ce que je raconte? Mais c'est ça, il y a toujours moyen de trouver des failles et puis les problèmes vont finir. Comme dit Julie, à force de taper sur l'épée, on finit par voir comme ah ben, ici, il y a une faille. Faut que je tape plus fort. Tout se délamine. C'est ça, tout se délamine. Ça fonctionne plus. Mais je pense que je disais tantôt, je parlais d'Esposès de Le Guin, qui est souvent cité comme un des précurseurs de tout le mouvement Hope Punk. Le Guin imagine une société autre, une société non capitaliste, où tout le monde fonctionne en communauté pour essayer d'assurer la survie et le bien commun de tout le monde. Eh bien, il y a encore des affaires qui vont pas bien, puis il y a des gens qui sont pas à l'aise là-dedans, puis il y a des gens qui sont égoïstes, puis que ça les fait suer d'être obligés de partager avec tout le monde. Puis, donc, il y en a du conflit en masse, et puis ça bouillonne, et puis ça donne un super homme. Quelle belle manière de conclure cette table ronde avec Ursula Le Guin et les dépossédés. On a déjà écoulé notre temps. Merci beaucoup, Geneviève, Sue, Julie et Elisabeth d'avoir été présentes. J'en aurais pris 2 heures de plus à discuter avec vous. C'était vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup. Puis, je vais juste mentionner aussi qu'il y a le concours pour le Congrès boréal d'écriture pour les membres qui est en cours présentement. Donc, toutes les informations sont disponibles dans le courriel que vous avez reçu le 29 avril dernier. Merci beaucoup, encore une fois. On peut éteindre nos caméras.